public territorial de GPSO, Grand Paris Seine-Ouest. Et je vais vous expliquer donc ce qu'on a pu faire dès à présent avec une première version de Carto-Végétation, et d'ailleurs avec l'aide de Irène Nenner, qui était là en tant que responsable de l'association Chaville Environnement. Donc, je vais vous présenter dans un premier temps le pacte pour un urbanisme responsable. Alors, qu'est-ce que c'est? Faut savoir que comme toutes les communes, on est en train de passer du PLU au PLUI. Donc, pour le PLUI, on est en phase d'enquête publique, hein, très prochainement, dans les prochains jours d'ailleurs. Et ce pacte pour un urbanisme responsable vient compléter les exigences du PLU. C'est une démarche d'urbanisme négocié, c'est-à-dire qu'on va associer un certain nombre de parties prenantes à chaque projet immobilier de logement collectif. Donc, ça peut être les riverains, enfin, c'est des riverains, c'est des élus, mais aussi des tiers. Dans les tiers, on va avoir des architectes, des associations, et on a systématiquement une association environnementale qui est présente sur le territoire de GPSO. On a donc assez souvent donc Chaville Environnement qui intervient dans la démarche. Donc, on va imposer dans ce pacte pour un urbanisme responsable. Donc, c'est pas une démarche opposable au même titre qu'un PLU. C'est une démarche fortement poussée politiquement, mais qui impose donc aux opérateurs des exigences écologiques et sociales aux opérateurs immobiliers. Donc, au-delà de ce qu'impose le PLU. Euh, Mais ces préoccupations écologiques, donc elles sont d'une part dans le référentiel, c'est-à-dire qu'on a un certain nombre d'exigences sur la prise en compte de la nature en ville notamment, mais il y a aussi une autre partie qui est intéressante, c'est la participation active des parties prenantes. C'est-à-dire que là, on a sur chaque projet des acteurs locaux qui vont participer à un certain nombre de réunions avec l'opérateur pour faire valoir un certain nombre de sujets. On a trois réunions avant le permis de construire. Donc, une première réunion qui présente les enjeux du site. Donc, les enjeux, ils sont présentés par la ville et par le promoteur, mais on pourrait très bien avoir aussi, et c'est l'idée à terme, les enjeux de la continuité écologique qui sont présentés dès le démarrage du projet à l'opérateur immobilier. Ensuite, on a une consultation d'architectes. Donc, trois architectes interviennent et souvent, c'est des groupements. Et dans les groupements, on a maintenant quasiment toujours des écologues. Donc, on les fait plancher, ils présentent leur projet sur toutes les dimensions, architecturales, bien sûr, mais aussi écologiques et sociales. Mais on va aussi tester la capacité d'écoute aussi de l'équipe de maîtrise d'œuvre. Et là, les participants au jury vont interroger les architectes sur les performances écologiques qui sont souhaitées, attendues, rendues possibles par le projet. Alors là, on a eu un cas particulier d'un projet immobilier où, avec Irène Lenner, on s'est dit, tiens, ben, on va tester un bout de carto-végétation de façon un peu expérimentale parce que je comprends que la démarche continue à se construire. Le promoteur est arrivé avec ce projet. Alors, il faut savoir que dans notre PLU, sur cette zone-là, on n'a aucune exigence de pleine terre à l'époque. On avait déjà dans le PLU, dans notre PUR, dans le Pacte pour un urbanisme responsable, on avait déjà demandé aux promoteurs de faire des efforts sur la pleine terre au-delà de ce qui était demandé dans le PLU. Et voilà, il a proposé ce jardin, donc ouvert aux occupants pour les bénéficiaires de cet immeuble. Et là, en cours de discussion, la représentante de l'association, donc Irène, nous dit voilà, mais il y a de l'eau, puis d'après les cartes de carto-végétation, il n'est pas exclu que ce soit un chemin de déplacement probable ou potentiel de la maison charbonnière. Donc, voilà, sur ce slide-là, on nous transmet ce schéma qui montre effectivement euh, le cheminement de la maison charbonnière et bah, c'est exactement le projet est sur le passage de la maison.
Donc, on partage en fait ce schéma avec le promoteur, avec l'architecte, mais aussi avec l'écologue. Et je pense qu'il y a eu un échange direct entre l'association environnementale et l'écologue du promoteur. Alors, je n'ai pas été dans le secret des dieux pour savoir ce qui se passait dans les discussions entre eux, mais Irène pourra nous en dire plus, mais j'ai le sentiment que pour l'écologue qui est recruté par le promoteur, c'est quand même bien d'avoir en face d'eux des gens qui comprennent le même vocabulaire, les mêmes valeurs. Et voilà, ils ont échangé et du coup, le promoteur est revenu à la réunion suivante, donc avant le dépôt du permis, avec un autre projet. Donc un autre projet qu'on va voir et qui intègre une part d'espace de pleine terre 3 fois supérieure à ce qui était prévu, enfin ce qui était imaginé au départ. Également l'idée de créer un jardin de pluie. On est à Chaville, on a beaucoup d'eau hein, qui descend des coteaux. Et là, c'était l'objet de récupérer cette eau pour alimenter ce jardin de pluie, de rendre inaccessible ce jardin de pluie. Donc, c'est un effort que fait le promoteur parce que vous savez bien que les jardins privatifs, ça valorise un lot immobilier. Et là, le promoteur dit, bon, ben, du coup, non, on va rendre ce jardin inaccessible et pour créer voilà, un espèce de relais de biodiversité sur le projet. Alors, j'ai mis un petit commentaire parce que, faut savoir, dans ce jury, vous avez aussi les riverains. Donc, les riverains, ils sont intéressés, bien sûr, par la biodiversité, mais ils se posent des questions. Quand on parle de jardin de pluie, la question, c'est, mais alors, est-ce qu'on va avoir des moustiques? Donc, voilà, il va falloir aussi que, en poussant la biodiversité dans les projets, on arrive aussi à développer l'acceptabilité sociale de certains choix qui sont faits. Alors bon, ça s'explique, un jardin de pluie, c'est pas permanent, mais voilà, vous avez d'autres questions qui vont émerger dans les échanges avec les parties prenantes. Et voilà, il faut prendre un peu en compte ces préoccupations des riverains. À l'issue de voilà, donc vous avez un peu ce qu'a pu présenter le promoteur pour répondre aux ambitions des participants au jury, donc les nichoirs, la- les différentes strates qui sont prévues dans l'aménagement de cet espace. Le promoteur a choisi aussi de prendre une certification Biodiversity qui vient conforter sa démarche, parce que c'est un organisme qui viendra derrière vérifier les engagements qu'il prend vis-à-vis de la collectivité. Sur l'eau, voilà, il y a aussi un certain nombre d'initiatives qui sont prises pour la valorisation de l'eau sur cette parcelle. Euh, voilà, donc le résultat de tout ça, sur ce projet, et même si on comprend bien qu'on n'a pas poussé la démarche complètement euh, au bout de ce qu'on pouvait faire, on est dans une démarche expérimentale, mais cette expérimentation nous suggère d'aller encore plus loin. Donc, puisque là, on a obtenu des résultats. On a obtenu donc la création de ce jardin de pluie, beaucoup plus de terre pleine, une vraie logique de gestion de l'eau à la parcelle. Et voilà, je pense que ça a convenu à tout le monde. Alors, à la suite de ça, on vient d'avoir un petit séminaire élargi là, avec les associations environnementales, donc France Nature Environnement, Environnement 92, Chaville Environnement, mais également le département des Hauts-de-Seine, l'ONF, GPSO et la ville de Chaville, pour derrière se poser la question de la suite et de la généralisation de cette expérimentation. Donc toujours dans le cadre du pur, mais peut-être au-delà du pur. Donc sur le slide suivant, il y a quelques pistes de, d'évolution qu'on peut imaginer. Alors ça correspond un petit peu à ce qu'on a dit dans le séminaire, mais en gros,
le premier point qui ressort du séminaire, on est en train de faire la synthèse de toutes les contributions de la journée, mais il y a clairement l'idée de définir des zones à enjeu pour la biodiversité sur Chaville. Quelles sont les zones où il y a vraiment une préoccupation particulière et qu'on doit identifier? Parce que donc j'ai vu que dans certaines communes, il y a dans le PADD ou dans le PLU, ces zones sont déjà identifiées. C'est pas le cas de GPSO. C'est-à-dire, dans GPSO, chez PSO, on a une OAP, continuité écologique, qui n'identifie pas pour l'instant les zones à enjeu. C'est pas grave, nous, on peut l'initier sur Chaville, et puis après partager avec les autres communes de GPSO, mais de définir ces zones à enjeu, donc en utilisant, pourquoi pas, carto-végétation, en partenariat avec d'autres initiatives, euh, et à partir de la définition de ces zones à enjeu, de définir pour cette zone-là un plan d'action qui intervient sur les projets immobiliers collectifs, dans les zones pavillonnaires, dans l'espace public et aussi au-delà dans les zones qui ne bougent pas, notamment dans les zones pavillonnaires, dans l'idée d'entraîner ou d'accompagner ou de mobiliser les Chavillois pour qu'ils réfléchissent à une autre façon de gérer leur jardin. Alors bien sûr, on a aussi regardé comment on pouvait faire évoluer notre démarche du PUR, donc le pacte pour un urbanisme responsable, euh, notamment enfin, on va s'appuyer sur l'OAP continuité écologique, mais on va l'enrichir avec pour la rendre plus concrète, hein, notamment par exemple de proposer, quand on dit on va végétaliser les toitures, ok, mais qu'est-ce qu'on met comme type de végétalisation? On a également enfin, on va proposer aussi d'élargir le sujet aux zones pavillonnaires. Alors, pour les zones pavillonnaires, les pétitionnaires, c'est ceux qui déposent des projets, ce sont des particuliers. Donc, on ne peut pas leur mettre le même niveau d'exigence en termes de preuves qu'un promoteur qui a les moyens de se payer un écologue. Mais l'objectif, c'est peut-être de faire via un autre outil dont on dispose sur Chaville, qui est la charte architecturale, paysagère et environnementale, d'enrichir cette charte avec un certain nombre de préconisations pouvant notamment prendre en compte ces fameuses zones à enjeu pour que, voilà, quand un pétitionnaire vient au service urbanisme, on l'oriente vers la permanence du CAUE et ou la permanence de l'ABF, mais il faut qu'on briefe aussi l'ABF sur les sujets de continuité écologique, pour que, avant qu'il dépose sa demande d'urbanisme, il ait pris en compte l'ensemble de ces sujets-là. On a aussi pour ambition de travailler sur les espaces publics parce que tous les PLU, le gros point faible des PLU et des PLUI, c'est qu'il y a très peu de choses sur les espaces publics, sur la voirie. Donc, on refait une voirie. Alors bon, bah, c'est contraint hein, parce qu'il faut garantir les circulations. Il y a tout un tas de réseaux. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour contribuer à la préservation des trames, voire au développement des connexions potentielles quand on intervient sur la voirie? Donc là, l'objectif, c'est d'imaginer un cahier des charges spécifique quand il y a des travaux de voirie, destinés donc à notre établissement public territorial, pour intégrer ces préconisations euh, de biodiversité dans les aménagements d'espaces publics. Voilà. Donc ça, c'est un sujet qui va peut-être prendre un tout petit peu plus de temps parce qu'on n'a pas encore cette habitude-là sur le territoire. Hein. On refait souvent les voiries à l'identique sans forcément se poser la question de la désimperméabilisation, enfin de plus en plus, mais voilà, faut un peu pousser tout le monde pour que ça se fasse. Donc voilà où on en est. Donc notre objectif derrière, toujours dans cette logique de travailler avec les parties prenantes, c'est de travailler avec les associations. Donc j'ai mis FNE au sens large, hein, mais voilà, ça peut être Environnement 92, ça peut être Chaville d'environnement. L'idée, c'est que ce qu'on va produire dans cette démarche soit validé, soutenu, enfin qu'il y ait cette contribution de nos parties prenantes.
Voilà, merci de votre attention. Merci beaucoup pour cette présentation. On va pouvoir passer à un temps de questions. Je vois qu'il y a déjà plusieurs questions qui ont été mises dans le chat. Donc je vous invite à mettre vos questions soit dans le chat, soit à lever la main et je pourrai distribuer la parole. On peut peut-être commencer par les questions qui ont été posées dans le chat. Donc déjà, il y avait une question de Madame ou Monsieur Chaumartin qui demandait à quelle fréquence l'outil allait être mis à jour et si nous avions connaissance de l'OCSGE. Et du coup, comment est-ce que on pouvait croiser cet outil avec l'outil carte végétation? Je peux te laisser répondre, Antoine? Oui, bien sûr. Euh, alors effectivement, on a... Alors, première question, la fréquence de mise à jour de l'outil, aussi souvent que possible. Ça dépend de deux choses. Ça dépend de la mise à jour des orthophotos de l'IGN, donc, qui est généralement tous les 3 4 ans, et d'un aspect financier aussi, puisque ça coûte beaucoup d'argent. Mais évidemment, notre objectif, c'est d'avoir des mises à jour régulières qui nous permettront aussi de comparer en fait euh, dans le temps quelle est l'évolution de ces espaces végétalisés. Et, et donc sur la connaissance de l'occupation du sol à grande échelle, pour celles et ceux qui ne savent pas, c'est le nouveau référentiel qui est produit par l'IGN, notamment pour calculer l'artificialisation et savoir combien chaque collectivité va devoir consommer d'espace jusqu'à 2000, enfin, pour atteindre Lausanne. Alors oui, on connaît bien cet outil. En fait, les données qu'on utilise, c'est les données COSIA, qui sont la première brique de construction en fait de l'occupation du sol grande échelle. Donc c'est des données qui sont produites pour entrer vraiment dans la technique euh, avec une classification non supervisée grâce à un réseau de neurones. Donc c'est du machine learning euh, qui permet de produire ces cartes hyper précises. Et en fait, pour arriver jusqu'à l'OCSGE, il y a tout un tas de corrections, de boucles de correction qui vont être faites, donc d'enrichissement, parce que là, les cartes qu'on vous montre, c'est simplement des cartes d'occupation du sol, et donc l'OCSGE, c'est croisé avec les usages du sol. Pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas ces données qui, vu l'exposé que je viens de vous faire, semblent encore plus pertinentes que SIA? En fait, tout simplement parce que l'ensemble de ces boucles de correction et de ces enrichissements sur les usages, etc., fait que les seuils de détection sont beaucoup plus grands que ceux qui nous intéressent. Donc en fait, on va retrouver le même défaut que sur le mode d'occupation des sols, c'est-à-dire que les unités qui vont décrire l'occupation du sol, ça va être des zones qui vont être assez grandes, donc qui vont plus être aussi précises que ce que nous on veut. Et donc, par exemple, sur une zone où il y a un pavillon, un parc, et puis, je sais pas moi, une grande zone artificielle, si jamais la dominance de cette parcelle, c'est l'artificialisation. L'occupation du sol grande échelle vous dira cette zone est artificialisée. Alors que nous, on veut vraiment saisir tous les différents arbres. Je poursuis peut-être sur la question suivante, qui était, s'agissant des continuités écologiques, est-ce que les données de carte végétation ont été analysées, comparées au regard du SRCE ou du SDRIF? Alors, l'idée de cartovégétation, c'est vraiment de s'inscrire en complémentarité. C'est-à-dire que le SRCE, ça a une portée régionale et ça n'a pas du tout vocation à être très précis dans l'opérationnel. C'est des grosses continuités qui sont souvent tracées en fonction des grandes infrastructures vertes de la région. Et puis, c'est un schéma, donc, pardon, j'aurais dû peut-être le dire, mais c'est le schéma régional de cohérence écologique. Euh, et donc, qui date de 2013. Donc, il est un petit peu daté, même s'il est en cours euh, de révision là, actuellement. Et donc, l'idée, c'est d'avoir quelque chose qui soit beaucoup plus opérationnel pour que dans les territoires, on puisse savoir concrètement comment est-ce qu'on protège les continuités écologiques.
te laisse la parole. Alors, il y avait une autre question de Jean-Christophe Hiller qui demandait est-ce que l'outil va jusqu'à intégrer la trame brune et la trame noire? Alors non, on n'intègre ni la trame brune, ni la trame noire, ni la trame bleue d'ailleurs. C'est uniquement la trame verte et c'est déjà beaucoup de boulot. En fait, il faut choisir soit on travaille sur une trame et on va très précis, soit on fait plein de trames et un peu moins précis. Il y a, mais il y a beaucoup d'autres initiatives qui sont faites sur différentes trames. Je crois que sur le 92, il y a notamment ARP Astrans qui travaille sur différentes trames à une échelle un peu plus large. Alors, on avait une question aussi de Madame Plessis qui demandait si la carte modélisant les potentiels de reconstitution des continuités était disponible pour l'ensemble de la région Île-de-France ou seulement sur certains départements. Alors, pour l'instant, étant donné qu'on vient juste d'avoir les cartes des paysages, donc d'occupation des sols, qui nous permettent ensuite de modéliser les continuités écologiques, on n'en est pas du tout au stade d'avoir modélisé l'ensemble de la région. Et très honnêtement, c'est quelque chose qui prend énormément de temps. Donc, on en est assez loin, je pense. Donc on fonctionne plutôt par zone prioritaire. Alors prioritaire, c'est en fonction de ce qu'on estime être les zones qui sont soit les plus en danger, soit qui présentent les plus forts potentiels. Et puis aussi les acteurs qui souhaitent travailler avec nous. C'est-à-dire que si une collectivité veut travailler en particulier sur une zone, ben, on va avoir évidemment plus de facilité à travailler sur cette zone-là si elle nous aide aussi. Si un acteur privé, je prends par exemple la SNCF, veut avoir une estimation de l'impact du réseau ferroviaire sur les continuités écologiques et qui nous finance, forcément, on va travailler avec lui. Donc pour l'instant, c'est pas disponible, mais j'espère qu'à terme, ça le sera. Alors, je vois une dernière question dans le chat pour Antoine Lemanchec, mais n'hésitez pas à lever la main si vous voulez prendre la parole pour poser d'autres questions. Donc, la dernière question que je voyais, c'était quand cartographieriez-vous les Yvelines? Donc, tu as déjà commencé à répondre, mais je te laisse approfondir, Antoine. Oui, alors effectivement, alors cartographie, ça dépend de quoi on parle, mais j'imagine que c'est plutôt pour les réseaux écologiques. Effectivement, sur les cartes des paysages, l'ensemble de la région est couverte. Sur les déplacements des espèces, donc les continuités écologiques, je pense que ça va prendre un petit peu de temps, mais encore une fois, c'est vraiment en fonction du dynamisme du territoire. Alors, pas de chance et malchance pour les Yvelines, c'est-à-dire que c'est un territoire qui est très grand, qui est pas très dynamique sur le projet de notre côté. Mais c'est pas faute de volonté et on est en ce moment en train de recruter une personne qui travaillerait potentiellement dessus. Donc ça peut venir. Et en même temps, vous avez beaucoup de chance parce que on a une association qui est très dynamique sur le projet qui s'appelle les Amis de la Vallée de la Bièvre. Et donc sur tout le secteur de la Vallée de la Bièvre dans le 78, je pense que les travaux arriveront assez rapidement. Je pense d'ici cet été ou la fin de l'année, je pense qu'il y aura des très bons résultats. Et en plus, ils ont une volonté d'aller assez loin dans la démarche. Donc je pense que ce qui sera proposé sera vraiment très intéressant. Merci Antoine. Il y avait, il me semble, Lise Madec qui avait levé la main au moment de la présentation de l'outil carte végétation. Est-ce que vous souhaitez prendre la parole pour poser votre question? Peut-être juste avant, dans le prolongement de ce qu'a dit Antoine, on a aussi un travail en cours sur Louvciennes, dans les Yvelines, toujours. Voilà, il y a un écoquartier, un promoteur nous a contacté pour l'accompagner dans la création d'un nouveau quartier à Louvciennes. Et évidemment, on travaille avec nos cartes pour évaluer ce projet et faire des préconisations. Donc, comme le disait Antoine, effectivement, ça va dépendre aussi des opportunités. Merci.
David et Ernest, je vous laisse prendre la parole. Oui, du coup, c'est un peu dans la continuité de ce que vient de dire Luc. Euh, Est-ce que l'association peut effectivement faire une analyse sur un projet avant-après? C'est un peu diachronique en disant, bon, avant on a ça, ensuite on a ça, est-ce qu'on améliore, est-ce qu'on dégrade? Et est-ce qu'on peut, par exemple, enfin, je pousse un peu le curseur, nous on a trois projets qui sont présentés dans le jury et dire, ben, est-ce que vous avez passé votre projet au filtre de l'analyse diachronique et que on prend celui qui préserve le plus la biodiversité? Est-ce que ça peut s'envisager? Oui, tout à fait. C'est vraiment quelque chose qui est complètement possible à faire grâce à notre outil. C'est quelque chose qui peut demander un petit peu de temps sur un grand territoire, mais à l'échelle d'un projet, c'est c'est vraiment assez facile. Antoine, du coup, il y avait une autre question qui t'était destinée. Sur l'exemple de Draveil, 10 secteurs renaturés ont été retenus. Comme tu l'as indiqué, c'est déjà assez ambitieux. La personne aimerait avoir plus de précisions sur la manière dont ont été retenues les 10 entités et sur est-ce que c'est croisé avec le document d'urbanisme, et notamment le PADD. Je pense que j'avais pas très envie de répondre à la question, c'est pour ça que j'ai dû involontairement ne pas la lire. Euh, c'est une bonne question. Alors très honnêtement, on n'a pas eu de contact vraiment avec la commune de Draveil. Ça, c'était des analyses qu'on avait fait pour tester un petit peu l'outil. On trouvait que la commune de Draveil était assez intéressante parce que il y avait euh, une zone urbaine qui était quand même relativement dense. Il y avait un gros réservoir de biodiversité. Il y avait aussi ces habitats particuliers que sont les berges de Seine. Et donc, on avait envie de faire un petit test. Donc, on a fait ce test sur cette commune-là. On a retenu 10 secteurs. Honnêtement, c'était assez arbitraire. Il n'y a pas de raison précise derrière. Je veux dire, il n'y a pas de justification scientifique en fonction de la superficie de la commune, en fonction du nombre d'espaces naturels ou en fonction d'une quelconque métrique qu'on aurait pu calculer, parce qu'on peut faire aussi ce genre de calcul. C'était un nombre qui nous souhaitait relativement suffisant au regard des études sur lesquelles on se base en fait pour développer notre méthodologie. Parce qu'en fait, Grafab, c'est un logiciel qui a été, enfin qui est toujours d'ailleurs développé par l'Université de Bourgogne-Franche-Comté et de Paris-Cité. Euh, et donc, il y a un certain nombre d'études qui ont été réalisées par des scientifiques et par les utilisateurs de Grafab. Et c'est sur ces études-là qu'on s'est basé et qu'on a choisi ce chiffre-là. Mais très honnêtement, c'est un chiffre qui peut se discuter. Alors, je vois qu'il y a une question de Paris-Saclay. Je vous laisse, si vous le souhaitez, vous présenter et poser votre question. Oui, bonjour, merci. J'espère que vous m'entendez bien. C'est Oui, bon. c'est parfait. Donc moi, c'est Cassandre Bezotti et je suis chef de projet écologue à l'agglomération Paris-Saclay. Et alors, je m'excuse si vous l'avez déjà dit plus tôt dans le webinaire, mais voilà, je suis passée à côté de l'information. Ce qui est en ligne, quand on tape carto-végétation, c'est bien uniquement la carto avec les différentes strates de végétation et pas justement tout cet aspect de travail sur les continuités écologiques. On n'a aucun moyen, nous, en tant que collectivité, de s'approprier l'outil sur les continuités par nous-mêmes pour travailler dessus. On doit passer par un accompagnement par vous, j'imagine. Alors oui, effectivement, ce qui est disponible pour l'instant sur la plateforme, c'est simplement les cartes des paysages et donc un millésime de 2018, donc assez ancien. Ce qui sera publié sur la plateforme d'ici 1 ou 2 mois, c'est les résultats pour l'ensemble de la région, qui sont librement accessibles, librement utilisables, sauf pour des fins commerciales.
Et ensuite, on va mettre au compte-goutte en fait un certain nombre de résultats sur la plateforme sur les modélisations des réseaux écologiques qui seront utilisables de la même manière, c'est-à-dire sans visée commerciale et dans un certain cadre en fait. Et ensuite, nous, on travaille au cas par cas avec les collectivités en fonction de leurs demandes. Et donc, effectivement, c'est plutôt sous l'objet d'une prestation qui varie en fait en fonction du nombre de groupes d'espèces qu'on va utiliser, du nombre de sous-trames, des analyses très précises qu'on souhaite réaliser. Donc c'est un petit peu comme ça qu'on fonctionne. C'est aussi en fonction de qui nous contacte et du temps qu'on a pour réaliser ces différentes études. D'accord, merci beaucoup. Merci pour vos questions. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on passe à la séance, à la séquence conclusive? Je ne vois pas d'autres questions dans le chat ni de main levée. Vas-y, Antoine. Ouais, j'avais peut-être une petite question pour les personnes qui sont là. Pour nous, c'est assez intéressant de savoir aussi si jamais il y a déjà des démarches qui ont été engagées dans les collectivités que vous représentez. Et donc, si jamais il y a eu quelques personnes qui veulent soit prendre la parole pour indiquer un petit peu ce qui est fait dans le territoire, quelle est votre vision aussi sur l'outil, et de savoir si ça vous semble assez facile d'appréhension, en fait, j'ai envie de dire. Je serais assez curieux de savoir ça. Et si jamais aussi vous avez d'autres questions, on est évidemment disposé à vous répondre, même par la suite par mail. Alors, je vois David Ernest qui a levé la main et une caméra qui s'est affichée de Madame Leclerc. Euh, je vous laisse intervenir, David Ernest, puis ensuite Madame Leclerc. Oui, c'est une question, en fait, je reviens un peu en arrière, parce qu'on a la question d'opposabilité des cartes. C'est-à-dire que si on veut pouvoir, entre guillemets, imposer à un opérateur ou même à ses propres services euh, ces trames et les actions qui sont issues de la prise en compte de ces trames, est-ce qu'il est envisagé à un moment donné de dire que ces cartes-là pourraient être, d'une façon ou d'une autre, annexées à des PLUI ou à des OAP continuité écologique? Enfin, est-ce que là, il y a quelque chose que vous avez envisagé pour le plus long terme qui permettrait d'officialiser en fait ces cartes? Alors, je peux donner un premier élément de réponse et puis peut-être que Luc et Irène voudront compléter. Nous, c'est un peu notre objectif final, quoi. Notre objectif ultime, c'est évidemment que ces cartes, elles puissent être indexées ensuite dans les documents d'urbanisme. Pour l'instant, on est en train de finaliser un petit peu, euh, on va dire, l'apparence de ces cartes, puisqu'évidemment, euh, l'objectif, c'est qu'elles soient opposables et qu'en même temps, elles tiennent vraiment compte de la réalité, entre guillemets. J'entends par là que si jamais on prend l'ensemble des corridors de toutes les espèces, il y a des chances que ça soit l'ensemble de la collectivité qui soit protégée par une OAP ou par un quelconque zonage. Donc ça semble pas forcément réalisable. Donc il faut qu'on trouve le juste milieu pour que ce soit une alternative aux grosses flèches ou aux grosses patates qu'on retrouve souvent dans ces documents et qu'on ait quelque chose de plus fin qui tienne réellement compte des corridors. Donc nous, on est vraiment en train de réfléchir à ça, mais c'est aussi en discutant et en travaillant avec vous qu'on va réussir à y arriver. Parce que je pense qu'il faut vraiment croiser les deux approches pour réussir à avoir un résultat qui soit satisfaisant. Et donc, c'est le travail qu'on est en train de mener, en tout cas actuellement. Et donc, oui, pour répondre à votre question directement.
Madame Leclerc, je vous laisse prendre la parole. Ah, on ne vous entend pas. Si, ça y est, là, on vous entend, mais pas très fort. Je veux dire que mon intervention elle est transverse. Je travaille pour Bruit Paris et dans le cadre de travaux de plan de plan de protection de Bruit On Paris. ne vous entend pas. Enfin, moi, je vous entends pas. Oui, on vous entend très mal. Est-ce que peut-être je peux vous proposer d'écrire votre intervention dans le chat et je pourrais peut-être la lire parce que ça peut être quand même intéressant de partager ça. Et pendant ce temps-là, Irène, tu peux peut-être intervenir pour expliquer le travail fait avec GPSO, parce que la continuité de la question qui vient d'être posée, je crois que la prise en compte par GPSO des cartes, Oui, je peux dire notre première approche. Je ne dis pas que c'est la fin de l'histoire. Il nous semble plus important dans un premier temps de déterminer des zones à enjeu pour les espèces volantes ou les espèces terrestres, parce que chaque zone à enjeu on pourrait déterminer suppose des actions spécifiques. Et je voudrais signaler quelque chose qui a été discuté aujourd'hui même au séminaire dont a parlé David Ernest. C'est dans les zones très denses, c'est-à-dire où euh, il n'y a pas de grands espaces verts par définition, parce qu'il y a tellement de bâtiments que ce n'est pas possible. Nous avons constaté que en utilisant d'abord les cartes de 2018 et puis de 2021, qu'il y avait eu un effort de végétalisation de la zone à certains endroits et que l'ensemble de ces petits espaces verts proches était favorable, au moins pour les espèces volantes, euh, et que ça peut être une piste pour favoriser l'émergence de continuité écologique probable. Je ne crois pas pour le moment que le tracé exact soit gravé dans le marbre, parce que euh, les animaux suivent la végétation. Si une collectivité plante un espace vert à 10 mètres de là ou 20 mètres de là, ça fera le même effet que s'il était sur l'endroit où la modélisation a indiqué un endroit favorable. Donc moi, je dirais qu'il faut avancer en dialoguant avec les collectivités locales, commune par commune, et c'est un peu l'esprit de notre positionnement vis-à-vis des collectivités, GPSO en particulier, mais il faut travailler avec des communes volontaires, évidemment. On n'impose rien à personne. Il se trouve que Chaville, de par sa procédure Pacte pour un urbanisme responsable, a une certaine longueur d'avance et que l'idée de dialogue, je la trouve très féconde pour avancer le problème. Donc, ce n'est pas la fin des fins, mais on s'achemine dans cette direction. peut-être pour répondre encore plus précisément à la question, moi j'ai assisté à une présentation en préfecture dans laquelle des cartes de cartovégétation étaient utilisées. Je crois que voilà, c'était la préfecture des Hauts-de-Seine qui présentait ça, et je crois qu'effectivement, dans certains territoires, on s'achemine vers une utilisation de ces cartes qui effectivement présentent tous les avantages qu'on a décrits dans ce webinaire.
Très bien, merci pour ces réponses. Madame Leclerc, est-ce que vous souhaitez envoyer dans le chat ce que vous souhaitiez dire à l'oral ou est-ce qu'on passe à la séquence conclusive? Ou peut-être qu'il y a d'autres interventions. Ah, très bien. Madame Leclerc nous dit, mon intervention était transverse. Vos travaux nous intéressent particulièrement afin de croiser les enjeux de lutte du bruit dans l'environnement au bénéfice des zones calmes, qui rejoignent les enjeux de trames vertes et d'espaces végétalisés. En ce sens, nous sommes sollicités par les agglomérations. Est-ce que vous souhaitez réagir, Antoine, Irène ou Luc? Ouais, je peux réagir. J'avais l'impression qu'il y avait peut-être une suite à à cette intervention. En tout cas, euh, ce que je peux dire, c'est que effectivement, sur les autres trames, il y a possibilité, en fait, ce qui se fait dans les travaux scientifiques, c'est de partir en fait des cartes réalisées par la trame verte et de fonctionner en fait avec une certaine forme d'atténuation. C'est-à-dire qu'on prend les cartes par exemple de bruit ou de lumière euh, pour les trames blanches et les trames noires. Et en fait, on va faire une sorte de fusion en fait de ces cartes-là. Et donc, il va y avoir une certaine forme de dégradation de certains espaces avec les apports qu'on peut faire soit sur les données de bruit, soit sur les données de lumière, et ce qui va nous permettre en fait de créer des nouvelles cartes qui sont plus appropriées pour la trame brune, pardon, la trame noire ou la trame blanche. Donc ça, c'est un processus qui est possible à faire. On peut aussi repartir de zéro et utiliser les cartes de paysage qu'on a en ajoutant les données en fait soit sur le bruit, soit sur la lumière et produire des nouvelles modélisations des réseaux écologiques. C'est quelque chose qui se fait aussi. Je sais qu'à FNE Île-de-France, comme on travaille pas mal sur la trame noire, c'est quelque chose qu'on a évoqué avec mon collègue Maxime, mais on n'a pour l'instant pas eu trop le temps de le faire. Peut-être que si d'autres acteurs sont motivés et ont des financements aussi, ça peut toujours favoriser les choses. Merci. S'il n'y a pas d'autres prises de parole, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent prendre la parole? Non. Ben, on va pouvoir passer à quelques mots de conclusion. Irène et Luc, je vous laisse la parole. Je vais commencer. Je voudrais insister sur un aspect qui m'a paru extrêmement fécond, c'est le dialogue entre toutes les parties prenantes qui s'intéressent à l'urbanisme, à la nature en ville. Et l'exemple qu'a présenté David Ernest euh, est une démarche qui favorise ce dialogue avant la délivrance du permis de construire et qui minimise ensuite les possibilités de recours après le permis. Donc, tous les riverains, les associations qui traditionnellement étaient obligés d'attendre la publication d'un permis de construire et ensuite déposer des recours. Mais là, ça permet, par ce dialogue, d'améliorer les projets déjà, de répondre aux questions les plus brûlantes que posent les riverains ou les associations locales et finalement apaise l'atmosphère, je dirais, en ce qui concerne l'urbanisme. Donc je suis très fan de cette approche. Voilà. Donc je ressens ça euh, particulièrement puisque je sors d'un séminaire où on a dialogué pendant toute la journée. Voilà. Merci Irène. Eh ben, moi, je vais abonder dans ton sens, évidemment, pour dire que, bien entendu, on est partisan à FNE Île-de-France d'un travail très en amont avec tous les parties prenantes. Et, euh, et je suis très content du travail mené sur Chaville. On en a longtemps parlé avec David de ce qu'il était
possible et utile de faire sur Chaville et sur les communes proches dans le cadre de GPSO, parce que bien sûr, et il faut comprendre que ces cartes dépassent les limites communales et que on doit s'appuyer sur l'ensemble des réservoirs de biodiversité qui sont sur la commune, bien entendu, mais aussi sur les communes proches, parce que en fait la nature ne se limite pas à ses frontières communales. Donc, avoir une vision large, pour nous, c'est tout à fait utile et important, et particulièrement dans la zone dense, où on va chercher la meilleure manière de pouvoir connecter cette zone dense avec des grands réservoirs qui sont souvent dans la périphérie. Donc, c'était tout l'enjeu d'un travail sur l'ensemble de l'Île-de-France, et tout l'enjeu de pouvoir, grâce à ces cartes, permettre à nos associations d'aller au dialogue lors de la création des PLUI avec des éléments concrets. Au-delà des grands discours, c'est bien de pouvoir présenter des cartes et de pouvoir avoir des exemples d'amélioration à créer pour notre environnement. Donc voilà, Cartovégétation, c'est un formidable outil dont j'espère les collectivités de plus en plus nombreuses vont s'emparer. Et nous, on est très désireux, en tout cas, de ce travail conjoint, et très désireux d'avancer, parce que, vous l'aurez tous compris, on en est finalement au début de cette aventure, et plein de choses sont possibles pour améliorer cet outil et pour aller encore plus loin en agrégeant d'autres trames, et en particulier les zones humides et la trame bleue, qui est tellement importante dans le contexte de réchauffement climatique qu'on connaît. Donc voilà, je me joins aux remerciements à toutes et tous pour que vous ayez participé à ce webinaire qui marque une étape importante dans le développement de cet outil. Euh, Merci beaucoup aux intervenants et aux intervenantes de FNE, mais surtout Monsieur Ernest de la ville de Chaville, de nous avoir présenté les éléments qui sont mis en place à Chaville pour protéger la biodiversité. Euh, Merci à toutes et tous d'être venus, et je vous enverrai un mail pour avoir nos contacts si vous souhaitez échanger et peut-être établir un partenariat avec Carte Végétation sur les questions qui sont importantes pour vous dans vos collectivités ou dans vos organisations sur les questions de biodiversité, et également quelques éléments comme le lien vers le site Carte Végétation et d'autres éléments de documentation sur le projet. Au revoir. Merci. Merci à vous. Merci, au revoir. Au revoir.